Alimbe fait peur. Et les événements qui sont en train d'y survenir, plus les jours avancent, plus on s'inquiète. Comment ça va se passer? Le danger ne fait que se rapprocher de plus en plus. La CAN, Alimbe, y aura-t-il un bain de sang? Pour l'instant, ça se passe en dehors du stade, mais ce n'est plus très loin du stade. Car on se rappellera que juste avant le match de la Tunisie contre le Mali, eh bien, c'est le Mali qui avait dû fuir Mouliko, où il était en train de s'entraîner, parce que les tirs de Kalachnikov étaient en train de résonner juste à quelques mètres de leur terrain d'entraînement. C'était traumatisant. Pour ce match, l'armée avait quadrillé non seulement la ville, puisque déjà on avait vu la Mauritanie, les joueurs voulant faire quelques pas dans la ville, étaient entourés du Bir. Et pendant le match, justement, c'était la peur dans le ventre. Les joueurs regardaient à travers des gradins, se demandant qu'est-ce qui pouvait se passer. Et d'ailleurs, un événement bizarre est survenu où les gens se sont dit, oh là là, l'arbitre, Gianni, je croisais, a fauté parce que il a mis fin au match avant que l'horloge ne puisse atteindre la 90e minute. Cet événement, beaucoup ont voulu l'expliquer par le fait que ce soit un arbitre ayant déjà un passé un peu noir, soupçonné de corruption, et puis certainement donc il avait encore fait un coup. Sauf que ceux-là ont refusé de vous dire que cet arbitre, même s'il avait été soupçonné, avait été blanchi. Si jamais on vous soupçonne de quelque chose et que vous n'êtes pas condamné, c'est-à-dire que vous êtes innocent. Il a donc été réhabilité, rétabli. Cet arbitre, c'est celui-là qui arbitre, qui justement a officié pour la finale du Cameroun contre l'Égypte en 2017. Il n'avait fait aucune erreur. Cet arbitre est celui qui justement a aussi officié le match Cameroun-Côte d'Ivoire, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Avait-il commis une erreur? Ni la Côte d'Ivoire, ni les Lions indomptables ne se sont plaints. Et aujourd'hui, on est en train de dire que certainement il voulait favoriser le Mali. Comment aurait-il pu favoriser le Mali alors qu'il avait même infligé un carton rouge à un joueur malien? Pourquoi avoir accordé un penalty à la Tunisie s'il était complètement contre la Tunisie? Que non. Parce que les gens n'ont pas regardé d'autres phénomènes qui se passent actuellement dans cette région du sud-ouest. Peut-on sereinement arbitrer dans cette région où, avant de prendre le sifflet, vous recevez les menaces des ambassoniers qui vous disent « Nous allons attaquer ». Peut-on sereinement jouer lorsque vous savez qu'à tout bout de champ, les fusils vont tourner? Peut-on sereinement jouer dans une région où, le même jour, on vient d'éclater la tête d'une fillette de 6 ans dans des combats qui se sont déroulés à Moya, non loin de Boya, et où justement on a aussi tué un taximan de 31 ans
dont la levée du corps, d'ailleurs, a eu lieu ce samedi 15 janvier 2021, sans pour autant oublier un autre qui, innocent, aussi a été battu par l'armée camerounaise. Toutes ces informations, ces gens se retrouvent sur notre territoire. Et ils ne le savaient pas, puisque le gouvernement camerounais leur disait que tout est sous contrôle. Mais le jour du match, ça n'arrive pas. On a essayé de nous dire que l'arbitre souffrait d'insolation. Insolation, ça veut dire tout simplement que exposition au soleil qui, par la suite, peut entraîner l'hyperthermie, nous explique la science. Mais en réalité, lorsqu'on essaie de regarder, cet arbitre a été exposé plus que qui? Pendant combien de temps? Et encore que à Limbé, il ne faisait pas 37 degrés. Il faisait à peine 30 degrés. Il n'a donc pas été le plus exposé au soleil, d'autant plus que d'où il venait, la Zambie, c'est les températures de 32 degrés. Il est donc habitué à diriger des matchs sous une température caniculaire. Et d'ailleurs, le vent ne soufflait qu'à 12 km par heure. Ce qui a donc même été évoqué comme insolation ne peut pas être une raison. Mais bien au contraire, cet arbitre voyait sa montre tourner, revenir en marche arrière, puis il a commencé à avoir des visions bizarroïdes. Parce que c'est une zone où il y a eu des rites traditionnels, il y a eu des rites d'invocation des esprits de mort. Et d'ailleurs, les Ambazoniens, dans le rite qu'ils appellent l'Odeshi, avaient bel et bien prédit cela, qu'ils allaient rendre les gens fous au stade avant de pouvoir attaquer. Et cet arbitre a été traumatisé. A-t-il été attaqué mystiquement? Toujours est-il qu'il a perdu raison, il a perdu la tête, même si jusqu'à présent, la Confédération africaine de football a décidé de le maintenir. Mais c'est un traumatisme dans la mesure où, même la Tunisie qui voulait s'entraîner, le déclassage le lendemain, la Tunisie, elle également, a eu l'alerte qu'il y aura une attaque. Et du coup, les joueurs tunisiens ont fui, se sont réfugiés à l'hôtel, en disant qu'ils ne pouvaient plus continuer. Regardez donc dans quel état est-ce qu'on se retrouve. Les gens vont tout simplement parler de l'arbitre. Pourquoi ne pas aussi évoquer, par exemple, l'hymne de la Mauritanie qui n'a pas été exécuté à 3 reprises? Mais vous voulez aussi dire quoi? Là-bas aussi, les appareils sont devenus fous. Le disque jockey est devenu fou. Tout le monde était devenu fou. Posez-vous les questions qui vaillent. Aujourd'hui, ce qui se passe à Limbé est très grave, dans la mesure où les Ambazoniens viennent encore d'envoyer un nouveau message qui fait trembler. Parce qu'ils ont signifié, non seulement aux équipes, de ne plus continuer et de libérer Limbé. Faute de quoi, ils vont se retrouver dans des valises mortuaires. Voilà un communiqué qui fait peur en ce moment à toutes les délégations qui sont là-bas. Quelqu'un accepterait-il perdre sa vie pour le ballon? Y aura-t-il une sécurité? Et je tiens à signaler aux autorités camerounaises que les Zambiens, pas les Zambiens, les Ambazoniens ont bel et bien reçu actuellement les têtes de roquettes. Ces têtes de roquettes peuvent donc entraîner des attaques très violentes. À l'époque, ils avaient juste des flèches, ils ont évolué avec les engins explosifs improvisés, puis des bombes ID qui programment à travers le téléphone
Et maintenant, ils ont les lance-roquettes. Je tiens donc à alerter les autorités camerounaises que les dispositions à Boya, la canne risque encore d'être beaucoup très amère. Amère puisqu'on voit tout ce qui est en train de se passer actuellement. On a vu tout un avocat, un sénateur camerounais qui est tombé après avoir été enlevé, alors qu'on nous disait que tout est sous contrôle. Et Henri Kemende a été enlevé, exécuté, alors qu'il était en train d'aller raccompagner ses ouvriers. C'est un meurtre qui fait froid au dos et qui crée le désarroi, surtout dans ces régions où se joue actuellement la canne. Qui l'a tué? Jusqu'à présent, le gouvernement du Cameroun ne communique pas sur cet incident très grave. Et pourtant, la communauté internationale est en train de réagir. D'ailleurs, l'Allemagne a dû convoquer l'ambassadeur du Cameroun, Victor Ndoki, pour lui demander des explications par rapport à ce crime horrible. Qui l'a assassiné? Qui avait intérêt à l'assassiner? Eh bien évidemment, on ne s'attend pas à ce que les Ambazoniens acceptent ou bien que le gouvernement accepte, mais toujours est-il que ce sénateur qui a été élu en 2018 est celui-là qui portait la cause ambazonienne au niveau de certaines revendications au Parlement. Il accusait le régime des exactions dans les régions anglophones. Donc, est-ce que les Ambazoniens auraient pu tuer leurs défenseurs? Est-ce que les Ambazoniens auraient pu tuer cet avocat qui est du SDF et non du RDPC et qui, de surcroît, était beaucoup plus de leur côté? Difficile à pouvoir imaginer. Mais selon les éléments qui nous sont parvenus, on cite de plus en plus 2 gendarmes de l'armée camerounaise qui auraient été impliqués dans cet assassinat. Et dans cet assassinat, on cite le nom d'un certain Bonnier, Stéphane. Et puis, il y a aussi un autre gendarme qui en ferait partie, Keme. Puisque on va bien, selon les témoignages que nous avons reçus, le sénateur avait été approché par 2 hommes qui étaient sur un vélo. Et selon le mode d'opération, c'est pas comme ça que les Ambazoniens agissent. Et même après avoir été enlevé, il a encore été redéposé au Toumaïn, donc justement après avoir été assassiné. Puisqu'on l'a trouvé, il était dans une mare de sang, et puis transporté à l'hôpital où il était mort. Que ce soit des Ambazoniens, ou que ce soit n'importe qui, il revient à l'État d'assurer la sécurité des citoyens. La responsabilité de l'État camerounais est donc engagée. Et l'Union européenne, tout comme le SDF, a demandé à l'État du Cameroun une enquête sérieuse. Mais nous savons très bien depuis combien de temps on demande ces enquêtes. Est-ce que le Cameroun a déjà produit ne serait-ce qu'une seule enquête sérieuse par rapport à tous ces assassinats? Et ce n'est pas tout. Puisque tout aujourd'hui peut porter à croire que l'État du Cameroun organise certains enlèvements et par la suite accuse les Ambazoniens. Par exemple, aujourd'hui,
Maître, c'est un avocat, hein? Maître Akoum, Michael Piché. Il a été enlevé en famille. Où se trouvait-il? Il vient d'être enlevé. Alors qu'on nous a dit que à chaque 3 kilomètres, il y a des barrages. Comment est-ce que les terroristes peuvent traverser tous ces barrages avec des otages? Comment ils font? Comment ils font? Ils sont invisibles? Ils s'envolent? Je ne comprends pas. Et je ne vais pas seulement m'arrêter là. Il y a un autre cas. Le 12 janvier 2021, là c'est un prêtre de la paroisse Saint-Charles-Luanga. Il s'appelle Bekon Tobias. Voilà. Ce prêtre a été enlevé, violenté. Quelque temps après, 3 officiers de l'armée camerounaise sont arrivés pour dire qu'ils venaient chercher le nom de ceux qui l'ont enlevé. Ils veulent les identifier, interroger les populations. Après, on nous a fait comprendre que c'était les Ambazoniens. Mal leur en a pris. Puisque les vidéos que j'ai montrent comment l'armée camerounaise, avec les véhicules, ses véhicules, ses attributs, arrive à la paroisse Saint-Charles-Luanga, porte le révérend Bekon Tobias comme un gibier. On l'enlève. C'est quelqu'un qui a filmé discrètement. On le jette dans un véhicule et ils vont démarrer. Et il y a un véhicule blindé de l'armée camerounaise derrière. Il est où? Là aussi on va nier, alors qu'on a des éléments palpables qu'il a été bel et bien enlevé, kidnappé. Mais on a beau vouloir être patriote, mais parfois, sans pour autant dire que les Ambazoniens sont des innocents. Mais lorsque on se retrouve sur un terrain où chacun agit comme hors la loi, d'ailleurs de la même façon comme on avait vu Ngarbou et consorts et tout ça, on s'est dit, nous sommes encore très très loin. Et regardez le dernier rapport de Human Rights Watch, que je vais d'ailleurs essayer de vous lire, tout en vous disant que, bien évidemment, je vous ai dit que l'Union européenne était en train de faire actuellement des pieds et des mains pour demander des comptes à l'État du Cameroun. Mais le dernier rapport sur le Cameroun, une fois de plus, accuse les forces de sécurité, parce qu'il vient d'être publié, et je l'ai à l'instant même, sur la crise anglophone, les exactions, sans pour autant oublier que ce n'est pas tout simplement les anglophones, mais ce n'est pas seulement l'armée camerounaise, mais aussi les Ambazoniens sont indexés dans le même rapport. Et voilà ce qu'il dit. Je vais vous prendre quelques brindilles. D'après des études de terrain et des recherches effectuées dans la documentation librement disponible par Human Rights Watch, au moins 4000 civils ont été tués aussi bien par les forces gouvernementales que par les combattants séparatistes armés
depuis la fin 2016 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest des séparatistes réellement réclamant l'indépendance des régions anglophones. Les forces de sécurité ont répondu par la manière forte aux attaques lancées par les séparatistes, ciblant souvent des civils à travers les régions anglophones. Le 10 janvier, des soldats de l'armée ont tué au moins 9 civils, dont une femme et un enfant, dans le village de Maout, dans la région du sud-ouest. Les soldats en cause ont aussi pillé des dizaines de foyers et menacé les habitants. Le 8 juin, dans le village de Gom, dans la région du nord-ouest, 2 soldats ont fait irruption au domicile d'un Fon, c'est-à-dire une figure d'autorité traditionnelle locale, et harcelé les 8 personnes présentes, dont un homme âgé de 72 ans, qu'ils ont passé à tabac. Ils ont également tué par balle Ngwang Lydia, une femme âgée de 60 ans qui n'avait pas pu fournir d'informations sur un combattant séparatiste. Le 9 juin, des soldats de l'armée régulière et du bataillon d'intervention rapide d'élite Bir ont tué un homme âgé de 58 ans et violé une femme de 53 ans lors d'une opération de sécurité menée dans et autour du village de Mbeleuf, dans la région du nord-ouest. Ils ont également fait irruption dans au moins 33 magasins et maisons qu'ils ont endommagés et pillés, dont la résidence du fond du village d'Enzen. Le 14 octobre, un gendarme a tué par balle Carole Louise Ndiale, une fillette de 4 ans, alors qu'elle se rendait à l'école à Bouya, dans la région du sud-ouest. Une foule en colère a réagi en lynchant le gendarme à mort. Le 10 novembre, un engin explosif improvisé a été jeté sur le toit de l'amphithéâtre de l'université de Bouya, dans la région du sud-ouest, blessant au moins 11 étudiants au moment de la rédaction des présentes. L'attaque n'avait pas été revendiquée, mais les autorités tenaient pour responsables les combattants terroristes. Mesdames et messieurs, ce rapport qui est long et que je ne peux entièrement le lire prouve donc déjà que nous ne sommes pas dans un état de droit. Ce rapport montre que, aussi vrai les séparatistes sont impliqués dans des exactions, mais les forces de défense et de sécurité du Cameroun ne sont pas du tout professionnels. C'est oui, juste en allant tuer des civils au lieu des séparatistes, mais on est quand même en train de pouvoir se dire que soit c'est juste pour terroriser des populations parce que ces forces de sécurité ne parviennent pas à tuer les vraies têtes de proue. Mais combien de temps on nous a annoncé la mort du général Nopiti? Pas plus tard qu'hier. Encore une autre alerte est arrivée. Le général Petit, Nopiti a été mort, a été tué par nos forces de sécurité. Mais attendez, c'est chaque mois qu'on annonce la mort du général Nopiti. Mais ce matin, j'ai eu la preuve que Nopiti est toujours en vie. Alors qu'on nous a dit que dans des combats où 3 séparatistes ont été tués, Nopiti en faisait partie. Et lorsque j'ai demandé, donnez-moi donc ces photos-là, on m'a donné les vieilles vidéos, toujours avec des gens qu'on est parti ramasser à gauche et à droite. Nopiti n'est pas mort. Ce ne sont pas les civils qu'on assassine qui vont finir la guerre du nord-ouest et du sud-ouest.
Comme je le disais, la CAN aujourd'hui se joue sur un terrain miné à Limbé. Et ça, voilà une autre image du Cameroun qui malheureusement est donnée à la communauté internationale. L'insécurité est installée. Vous avez pu constater comment est-ce que les journalistes algériens ont même été agressés à Douala. Et à l'instant, les forces de sécurité du Cameroun nous disent que les séparatistes seraient dus aussi à Douala. Comment donc les gens iront au stade alors qu'ils se disent en même temps que les séparatistes peuvent être là? Et les autorités du Cameroun veulent ouvrir les stades à tout le monde. Est-ce que ce ne serait pas là une occasion pour les Amazoniens justement de profiter de ce cafouillage pour frapper au cœur d'une foule? C'est donc une arme à double tranchant. Vouloir remplir les stades pour exhiber que le Cameroun est un pays de sport. Laisser des gens, aujourd'hui qui ne sont ni vaccinés, enfin, puisqu'on n'en veut pas, mais sans contrôle même, sans test PCR, aller ramasser des élèves. Imaginez s'il y a un attentat au milieu des élèves de 8 ans, de 10 ans ou des lycéens. Qui va payer? Comment est-ce qu'ils vont se comporter? Est-ce que les forces de sécurité du Cameroun avaient préparé cette éventualité? Puisqu'on est en train d'improviser là, on aura donc des jeunes foules qui ne vont pas certainement respecter les consignes parce que ce sont des écoliers. Qu'est-ce qui va se passer dans de telles conditions? On ne se pose pas la question. Juste, on veut remplir les stades, mais les stades, malheureusement, ce n'est pas ça qui fait une CAN. Il faut la sécurité. Et il faut une préparation. Ce n'est pas parce qu'on va dire sur haute instruction du chef de l'État, vous vous rendez compte, une CAN a déjà commencé, et on dit sur instruction du chef de l'État. Donc c'est maintenant que Biya se rend compte que les stades sont vides. Il faut tout replâtrer. Ah! Seigneur, ayez pitié.